Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, notre voyage dans le temps et dans nos régions nous mène à Chambord, dans le Loir-et-Cher, aux portes de la Sologne, et nous allons y découvrir une histoire assez originale, assez étonnante, celle du transfert des œuvres du Louvre vers Chambord, entre autres, en 1939. L'événement commence à Paris, au musée du Louvre. L'aube s'est à peine levée que la cour du Louvre s'anime d'un ballet silencieux mais déterminé. Couché sur le papier depuis le milieu des années 1930, le plan d'évacuation des œuvres du plus grand musée du monde commence. Depuis 1933, le spectre de la guerre plane à nouveau. Alors, en coulisses, les conservateurs ont planifié la mise à l'abri des trésors de la nation. 5446 caisses contenant les joyaux du Louvre sont chargées dans 199 camions. Direction 11 lieux secrets éparpillés aux quatre coins de la France. À l'intérieur des caisses, des chefs-d'œuvre inestimables, des siècles d'art et d'histoire emballés dans le silence et la poussière. Les destinations sont soigneusement choisies. Valençay, Fougères-sur-Bièvre, Cheverny. Des châteaux, loin des routes, loin des villes, à l'abri des bombes, mais aussi à l'abri de l'appétit vorace des conquérants, désireux de constituer la plus grande collection d'œuvres de tous les temps. Le projet mégalomaniaque du Sonderauftrag Linz doit passer par le pillage de l'Europe conquise. Le château de Chambord devient alors l'un des refuges les plus précieux. Là, entre ces murs épais sont accueillies des toiles et sculptures parmi lesquelles Marie-Antoinette à la rose d'Élisabeth Vigée-Lebrun, la Dame à la licorne, Apollon vainqueur du serpent Python de Delacroix ou encore Madame de Pompadour par Quentin de la Tour. Et même, pour quelques mois, la Joconde. Bonjour Cédric Delaunay. Bonjour Eric. Nous allons revenir avec vous aujourd'hui sur le plus grand sauvetage des œuvres d'art françaises de toute l'histoire de France finalement. Oui, c'est un déménagement de grande ampleur, un déménagement de l'impossible, comme on dirait sur certaines émissions de télévision. L'objectif, c'est de prévenir des bombardements éventuels sur Paris qui pourraient endommager le patrimoine français. Ce plan de sauvegarde du patrimoine français était un plan établi bien avant la guerre, puisque nous sommes en 1939, je le rappelle, mais le plan lui-même date de quelques années auparavant. Oui, comme on a pu le voir avec des plans de repli du gouvernement qui avaient été aussi agencés dès les années 30, il y a la prise de conscience que Paris peut tomber face à une offensive allemande. L'avertissement de 1914 a été retenu, hein, les taxis de la Marne avaient sauvé une situation militaire quasi désespérée, mais on sent bien que une poussée allemande sur Paris pourrait faire tomber la capitale, et bien sûr avec tout le patrimoine colossal que renferme cette ville. Sans doute aussi un événement perturber la vision des autorités, c'est le bombardement de Paris par les canons en 1918, ces fameux canons allemands, le Panzerkanon, qui ont bombardé la ville de Paris. Et effectivement, si des obus ou des bombes tombaient sur le Louvre, on peut imaginer les ravages que cela pourrait causer sur le patrimoine français et international. Oui, surtout que les années 1920-1930, au-delà des progrès entre guillemets de l'artillerie, ont vu une invention se développer à grande ampleur, c'est le bombardement par avion. Et qui est théorisé par Douhet, qui considère que le bombardement des zones civiles peut être aussi un élément important pour casser le moral d'une nation. Et donc, dans les zones civiles bombardées, il y a les musées. Les nazis considèrent que la démocratie est un régime fragile. Et donc, pour fragiliser les démocraties, il suffirait de désolidariser la population de son gouvernement. Et pour ça, il faut attaquer le moral. Et donc, attaquer le moral, ça veut dire viser les villes, bombarder les villes.
Et donc forcément, les œuvres d'art pourraient être les victimes collatérales de ce genre de stratégie militaire. Et donc le gouvernement français prend conscience de cette menace très rapidement, et dès les années 30, puisque les premières mesures de réflexion sur l'évacuation des œuvres d'art datent de 1933, vous dites? Oui, oui, dès que les nazis arrivent au pouvoir, dans les milieux artistiques, dans les milieux de la conservation, on prend bien conscience que ce risque-là existe. Et donc c'est là qu'est mis en place ce plan de repli des musées parisiens en général. Il n'y a pas que le Louvre, mais bien sûr le Louvre en premier. Bien sûr. Et il s'agit de trouver des sites qui pourraient accueillir ces collections, mais qui soient eux-mêmes à l'abri des menaces. Oui, l'idée, c'est que le retrait géographique doit s'accompagner aussi d'un repli stratégique, c'est-à-dire d'avoir des sites qui soient en dehors des grands axes routiers, qui eux-mêmes sont potentiellement soumis à des bombardements. Donc on va cibler des endroits qui sont en dehors des grands axes, comme le château de Chambord. Oui. Et on va aussi, j'imagine, penser à prendre des sites dont les conditions de conservation sont optimum. Genre, on va pas mettre des tableaux dans des caves, dans des grottes ou dans des endroits trop humides, j'imagine. Alors on en reparlera, mais on peut y arriver. Mais là, dans un premier temps, c'est d'abord la question purement des dimensions. Parce que quand on a la victoire de Samothrace à déplacer, ou quand on a les noces de Cana à déplacer, il faut quand même des ouvertures qui soient très larges. C'est pour ça que des sites de châteaux vont être privilégiés, parce que tout simplement les ouvertures permettent de faire passer les caisses. euh, voilà. C'est un véritable casse-tête logistique. Ah, c'est un casse-tête logistique, parce qu'il faut identifier les sites au préalable, et au-delà d'identifier les sites, il faut identifier les salles dans lesquelles on va pouvoir stocker. Alors, Chambord, c'est quand même pas l'endroit idéal, parce que Chambord, on est quand même sur une zone Marécageuse. marécageuse, extrêmement humide, et donc conserver des œuvres d'art dans un tel milieu, c'est quand même compliqué. D'accord. Et donc on disait dans la région de Chambord, donc Chambord et aux alentours, on a Chambord, Valençay, Cheverny. Ben, donc Valençay, Cheverny, Fougères-sur-Bièvre, il y a aussi des sites dans la Sarthe qui ont été établis. Donc là, il y a quand même un mythe qui est un mythe depuis 1870-71, c'est que la Loire serait une barrière quasi Barrière infranchissable, naturelle, bien sûr. Ouais. une barrière naturelle quasi infranchissable derrière laquelle on peut se retrancher. Bon, l'histoire L'histoire prouvera que c'est une belle illusion, oui, tout à fait. Donc les œuvres sont mises en caisse et en camion à Paris. Nous sommes à la fin du mois d'août 1939. La guerre n'a pas encore commencé puisqu'elle commencera effectivement le 3 septembre. Mais on sent que les dés sont jetés. Et donc ces œuvres sont acheminées vers les différents sites dans lesquels elles doivent être stockées, dont le château de Chambord. Quelles sont les œuvres marquantes qui sont acheminées sur Chambord? Il y a celles que vous avez citées, donc des sculptures impressionnantes, hein, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, plusieurs tableaux, Delacroix, Quentin de la Tour. Enfin, on trouve tous les grands noms de la peinture française, mais également de la peinture italienne, de la Renaissance, les primitifs italiens, des peintures également des Flandres. Mais bien sûr, il y a la star des stars, Qui va connaître un destin assez particulier, puisqu'elle ne fait que passer à Chambord, c'est bien sûr la Joconde. et oui, c'est bien sûr la Joconde. En fait, toutes les caisses étaient marquées par un point ou deux points. Un point, c'était des œuvres considérées comme importantes, mais mineures. Par deux points, des œuvres majeures. Il n'y a qu'une seule œuvre qui a trois points dans sa caisse, c'est la fameuse Joconde. Bah, elle avait déjà été volée au début du siècle, donc il ne s'agissait pas de la refaire perdre en 1940. Donc la Joconde, oui, qui était devenue une espèce de superstar après cet épisode rocambolesque de 1911, hein, dans lequel on avait incriminé Apollinaire, etc. Et donc cette Joconde ne fait que passer à Chambord. Oui, elle ne fait que passer parce que très vite, la pression allemande se fait jour. Et donc, dès novembre 1939, elle est déplacée une première fois. Puis, en juin 40, l'invasion allemande. Et là, bien sûr, toute la zone nord, toute la zone occupée, devient absolument dangereuse pour une œuvre telle que la Joconde. Parce que on n'est plus dans une menace de bombardement effectif des Allemands, mais de pillage sur lequel nous reviendrons plus tard. Et donc là, la Joconde est transférée dans l'Aveyron, puis passe par le musée Ingres de Montauban, et finalement arrivera jusqu'à la fin de la guerre dans le château de Montal dans le Lot.
C'est une véritable épopée pour ce tableau ô combien symbolique. Grandes dates de nos régions. Un podcast ici en région. Vous parliez, oui, de pillage. Donc, il y a une volonté nazie de piller l'Europe occupée. Oui, c'est-à-dire que les nazis appliquent à l'art leurs préceptes qu'ils ont lancés sur le genre humain. C'est-à-dire que les œuvres sont racialement classables. Et il y a de l'art dégénéré. Et d'un autre côté, il y a des œuvres qui vont être ciblées par le pouvoir nazi, soit pour entrer dans les collections privées. Et là, on a des Göring, etc., qui sont des prédateurs, mais à titre personnel. Et d'autre part, il y a un projet totalement mégalomaniaque d'Hitler. C'est la conception du Sonderhofstrag Linz. Excusez-moi, je m'excuse auprès de nos auditeurs germanistes. Donc, qui est un projet pharaonique qui vise, à enrichir les collections de l'ensemble des musées allemands, et deux, de créer le plus grand musée du monde à Linz, sa ville natale, en Autriche, sa ville natale. Et dans ce cadre de pillage de l'Europe occupée, on a un pillage donc des collections nationales, puisqu'on va se servir dans les musées directement, mais on a aussi un pillage des collections privées, avec notamment la spoliation de biens des personnes qui seront plus tard, dans le courant de la guerre, déportées, notamment les Juifs. Donc évidemment, il y a 3 axes en fait. Il y a ce qui relève des spoliations qui, au démarrage, sont des spoliations totalement menées de façon désordonnée. C'est du pillage pur et simple. Ensuite, Hitler va rationaliser assez rapidement ce système de spoliation qui vise à saisir les biens au nom d'une forme d'arianisation. Et donc cette arianisation des biens passe par la confiscation de biens culturels, de biens mobiliers. Et donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'achat frénétique d'œuvres d'art sur les marchés des pays occupés. La surévaluation du Reichsmark permet d'acheter à bon compte des œuvres d'art sur le marché légal de l'art. Alors, les origines de ces œuvres prêtent souvent à discussion. Ça peut être des œuvres qui ont été abandonnées par leurs propriétaires parce que menacées par les nazis. Ça peut être aussi des gens qui ont vendu tout simplement les œuvres d'art. Et donc, avec cette surévaluation de la monnaie, cela permet d'acheter à bon compte des œuvres d'art qui vont enrichir les collections privées et publiques en Allemagne. On a vu que l'évacuation du musée du Louvre a été une véritable épopée à la fois logistique et humaine, mais une autre épopée va commencer à la Libération, c'est la quête justement de ces œuvres volées par les nazis. On connaît le film Monument Men, est-ce que c'est une réalité ce que dit ce film? Donc effectivement, à côté de ce pillage d'œuvres appartenant à des privés, il y a le pillage des collections publiques. Alors le pillage des collections publiques, c'est essentiellement porté sur les œuvres flamandes ou germaniques, mais également des primitifs italiens, etc. Exclu bien sûr tout ce qui était œuvres contemporaines, qui servaient parfois de monnaie d'échange de façon très cynique. Il y a eu des pillages de Picasso, notamment parce que l'agent de Picasso était de confession juive, et il y a de nombreux Picasso qui ont été pillés par les nazis, puis ensuite revendus indirectement sur les marchés américains et les marchés anglais, pour pouvoir avoir des sommes d'argent qui ont permis d'acheter des œuvres qui étaient jugées racialement pures, ou bien qui ont fait carrément l'objet d'échanges. Il y a eu carrément des échanges d'œuvres d'art. Alors, à la Libération et à la reconquête de l'Allemagne, cette dimension culturelle a été prise en compte par les Alliés. Le but, c'est de rapatrier des centaines de milliers d'œuvres d'art qui se sont retrouvées en Allemagne. Pour la France, on estime à peu près à 100 000 œuvres d'art qui ont été comme ça transférées, spoliées, ou alors le terme de spoliation est un terme assez imprécis, qui se sont retrouvées en Allemagne. Alors, dans le cœur du système, il y a les Américains et des fameux Monument Men. Mais on pourrait parler d'une Monument Woman, c'est Rose Valland,
Oui, Rosvallon qui joue un rôle essentiel dans la traque des œuvres d'art spoliées par les nazis. Je pense aussi dans un autre domaine qui est un domaine purement militaire. Nous avons également Jean Brunon qui est qui va être chargé de récupérer le patrimoine militaire français qui a été pris par les nazis et de le rapporter en France. Notamment, il va aller jusqu'en Russie pour récupérer des objets volés par les nazis. Donc Rose Valland, elle était conservatrice au musée du Jeu de Paume. Alors le musée du Jeu de Paume, hein, on visualise, on est aux Tuileries et vous avez le Louvre d'un côté et quand vous dirigez à la place de la Concorde, il y a le musée du Jeu de Paume. Elle était conservatrice là. Et ce Jeu de Paume était la gare de triage des nazis pour ensuite rediriger les œuvres d'art vers les musées allemands. Et elle, très scrupuleusement, elle a noté d'où venaient les œuvres, dans la mesure du possible. Alors, des fois, c'est très compliqué, de voir leur destination en notant le maximum de références possibles pour identifier ces œuvres d'art. Et donc, elle va partir à côté des Monuments Men et elle va agir dans plusieurs agences différentes qui sont fondées au lendemain de la guerre. Le but, c'est de renseigner un maximum d'œuvres d'art pour pouvoir les rapatrier en France avec un statut très spécial. Parce que ces œuvres d'art ne sont pas la propriété de l'État français. Elles ne sont qu'une propriété temporaire. Elles ont un statut très particulier, c'est le statut de MNR. Une sorte de dépôt. Alors c'est une sorte de dépôt. Les MNR, ce sont les musées nationaux récupération. Et donc, l'État a récupéré les œuvres d'art pour les restituer à leurs légitimes propriétaires ou, le plus souvent, leurs ayants droit, bien sûr, eu égard aux déportations que nous connaissons. Grandes dates de nos régions. Un podcast ici en région. Et est-ce que ce système de récupération des œuvres d'art volées ou achetées ou spoliées par les nazis a été efficace? En d'autres termes, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'œuvres perdues dont on sait pertinemment qu'elles ne reparaîtront plus, ou est-ce qu'on a réussi quand même à récupérer une bonne partie de ce qui avait été volé? Alors, au lendemain de la guerre, un certain nombre d'œuvres d'art sont remises à leurs propriétaires assez rapidement. Et ensuite, il y a une véritable enquête qui est mise en place. Alors, on a récupéré à peu près 60 000 œuvres après la guerre. 45 000 ont été réattribuées à leurs légitimes propriétaires. Donc, on est à peu près à 16 000 tableaux, sculptures, mobilier d'art qui n'ont pas retrouvé leurs propriétaires légaux. Donc, 16 000 œuvres n'ont pas été restituées au lendemain de la guerre. Et donc là commence une véritable enquête pour retrouver les ayants droit légitimes de ces œuvres d'art. Alors le domaine va vendre une série de tableaux, sculptures qui n'ont pas une valeur artistique réelle, parce que c'était impossible de gérer un stock aussi gros. Et donc on se retrouve avec 983 tableaux qui vont être classés MNR. Et ces 983 tableaux vont être dispatchés dans l'ensemble des musées de France. Donc, par exemple, au musée de Tours, il y a actuellement 20 tableaux classés MNR. Ils doivent être placés au public, ils doivent être renseignés de façon très claire. Et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur leur statut. Ouais. Il n'y a aucune ambiguïté sur leur statut. Et l'objectif du musée, bien sûr, c'est de conserver au mieux ces œuvres d'art pour pouvoir les restituer à leurs légitimes propriétaires ou leurs ayants droit. Donc, des personnes, des hommes, des femmes, comme Rosvallon, ont joué un rôle essentiel dans la récupération des œuvres emportées par les nazis à l'issue de l'occupation. Pour ce qui concerne le château de Chambord, donc les œuvres qui ont été stockées à Chambord en 1939, ils sont restés pendant toute la guerre ou elles ont subi un sort un peu variable, comme on a vu l'exemple de la Joconde tout à l'heure? Donc un sort relativement variable, mais la plupart furent conservés sur place avec des gros problèmes de conservation, ce qui a été l'un des problèmes majeurs pour le site de Chambord, mais aussi pour de nombreux autres sites, parce que ce qui avait été opéré à l'échelle nationale avec bien sûr les trésors du Louvre, cette politique a été décentralisée dans tous les musées de province. Et donc, on voit que tous les musées d'art et d'histoire de Tours, de Blois, d'Orléans et partout ailleurs ont subi les mêmes mouvements
De collection. Hein. Ouais, les collections ont subi des mouvements comme ça, où on essayait de décentraliser un maximum les œuvres d'art pour les protéger, 1, des bombardements, 2, des appétits nazis, et 3, à la fin de la guerre, des bombardements anglais et américains. Et donc, on a des collections qui sont extrêmement mouvantes, avec des conditions de conservation, bien sûr, qui n'étaient pas adéquates, parce qu'on a essayé de rechercher au maximum, hein, ça avait été prévu, hein, on savait qu'il y avait un véritable risque, donc on avait prévu des lieux de repli, mais on pensait que ça allait pas durer, que ça allait être des guerres courtes, et là, on se retrouve dans un conflit long, avec des menaces multiples, et donc les lieux de conservation ne sont pas forcément adaptés. Et on peut imaginer que sur des objets aussi fragiles que des tableaux, les dégâts ont été considérables pour bon nombre d'œuvres qui ont dû être restaurées après-guerre ou même qui ont peut-être été perdues pendant leur, entre guillemets, conservation pendant la guerre. Oui, parce qu'il faut rappeler une chose, alors que souvent, alors notamment les plus jeunes ne savent pas, c'est que jusqu'au XVIIe siècle, les tableaux ne sont pas peints sur des toiles, elles sont peintes Sur des panneaux. sur des panneaux en bois. C'est peint sur des panneaux en bois, et donc les panneaux en bois, faites l'expérience chez vous. Une planche de bois, l'humidité, les variations d'humidité, les variations de température jouent énormément sur le support, notamment lorsque vous avez plusieurs planches qui sont assemblées. C'est le cas de la Joconde. La Joconde, c'est 2 ou 3 planches de peuplier qui sont mises l'une à côté de l'autre, et donc effectivement, les jointures travaillent énormément, ce qui fait craqueler la peinture. À cela, vous rajoutez les moisissures qui peuvent naître. On voit bien que là, c'était un vrai défi Ouais. artistique. Pour terminer cet entretien, on va élargir un tout petit peu le sujet, puisque ce déménagement du Louvre en 1939 s'inscrit dans une politique je dirais presque de décentralisation de tout l'appareil d'État français, puisque aux collections du musée du Louvre vont s'ajouter également les ministères qui vont être envoyés préventivement d'une certaine façon, et puis après pour de bon en juin 1940, dans des régions assez exotiques. Oui, il y a les ministères, il y a également alors, l'ensemble des ministères, c'est pas seulement le ministre et son administration directe, c'est aussi des administrations entières qui vont être décentralisées. Par exemple, à Blois, il y a les PTT Mmh. à l'époque, pour les plus jeunes, hein, les PTT, Poste, Télégraphe et Télécommunications. Non, Poste, Télégraphe Et et téléphone. Téléphone. Poste, télégraphe, téléphone. Ouais. Poste, Télégraphe, Téléphone, qui ont trouvé refuge à Blois pendant plusieurs mois, en gros, depuis la déclaration de guerre jusqu'à l'invasion allemande. Et donc, il y avait un vrai projet de décentraliser pour continuer à faire fonctionner la France en cas de chute de la capitale. Ouais. Et comme dans le cas des œuvres d'art, on a une part d'improvisation qui fait jour, et certains ministères sont mieux lotis que d'autres, ou d'autres plus mal lotis que les autres. Oui, disons que on cherchait surtout un certain prestige des lieux, donc on a des châteaux essentiellement dans le Loir-et-Cher et dans l'Indre-et-Loire, qui étaient conçus là aussi comme une base de repli complètement inexpugnable, etc. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps, mais et cette idée, c'était qu'on prenait des beaux châteaux assez agréables, mais parfois il n'y avait même pas le téléphone, ce qui était quand même un peu problématique. Pour une administration, c'est un peu gênant, effectivement. Eh bien, merci Cédric Delaunay pour ce passionnant retour sur un événement finalement relativement peu connu de l'histoire de France, ce déménagement des œuvres d'art du Louvre vers le Loir-et-Cher. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de livres sur les grandes dates du Loir-et-Cher, dans lequel vous pourrez trouver beaucoup d'autres informations et approfondir celles-ci. Merci beaucoup. Merci Eric. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.